Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette semaine? Écoutez, l'hiver approche et là, je ne parle pas de vos TP2 ou de votre examen, là, c'est pas un sens figuré. C'est parce qu'il neige. 14 novembre, puis il neigeait ce matin, encore un peu ce midi. Aïe aïe, ça va faire mal là, bientôt. La noirceur en plus. Ah, novembre, on devrait juste supprimer ce mois-là. Ça serait réglé. Je suis pas sûr que c'est logique ce que je viens de dire, mais vivement Noël là, qu'on reparte du bon côté des choses et de la lumière. Comment allez-vous? Écoutez, bienvenue à votre podcast FI 3900. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café. J'ai mon café, la preuve. Est-ce que c'est agréable? Je ne pense pas. On regarde ensemble, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Ben, on va regarder ensemble les tâches que vous avez à faire. Le module 10, en fait, c'est ça. Quoi d'autre? Le TP2, donc je me permets peut-être de vous dire ça, là, peut-être avant d'entamer le cours ou le module 10, le résumé du module 10. Le TP2, donc j'ai vu cette semaine que vous aviez intensément travaillé. En fait, plusieurs équipes là, se sont réveillées. C'est le bon moment. Donc, bravo pour votre travail dans le TP2. Puis c'est le moment d'intensifier tout ça. Puis on lâche pas. Je sais que c'est une longue session d'une longue année, mais vous êtes bon, vous êtes capable. Puis TP2, vous êtes capable de passer à travers tout ça. Donc, module 10 maintenant. Deux sujets principaux cette semaine. Le premier, c'est la pression d'autorité. Le second, la pression de groupe. Donc, deux grandes forces systématiques, des forces organisationnelles, comme ça qu'on pourrait les nommer. La première, c'est la force exercée sur toi. On va se tutoyer encore cette semaine. Sur toi et tes collègues, par l'autorité. Donc, la force exercée par l'autorité sur toi. Puis la force exercée par tes collègues, ton groupe sur toi. Donc, ça, c'est la deuxième force qu'on va examiner aujourd'hui. Premier sujet, l'autorité. Donc, quel est ton rapport à l'autorité? Quel est ton rapport à la soumission? Est-ce que tu as tendance à contester? Est-ce que tu as tendance à respecter ce que l'autorité te demande ou te confie comme tâche ou contester? À quoi ça ressemble aussi l'autorité? Déjà, commencer à parler des différentes formes d'autorité qui seront à l'œuvre dans l'exercice de votre profession pour prévoir peut-être les rapports que vous aurez avec ces différentes formes d'autorité. Et le deuxième sujet, c'est ton rapport avec les autres, donc avec tes semblables, avec ceux et celles qui te sont chers, puis qui t'entourent et qui te ressemblent. C'est quoi ton rapport? Est-ce que tu as tendance à te fondre au groupe ou à faire comme tout le monde ou plutôt à contester, à être un peu en marge, à être capable de soutenir une opinion contraire au groupe? Donc, ça fait partie des questions qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast, mais aussi dans le cours de demain. Donc, deux belles grandes failles et fragilités humaines, notre rapport à l'autorité et notre rapport au groupe. Ces deux failles, elles s'inscrivent dans un lot de failles que je vous avais promis là, au tout début de la session. Je vous avais promis 5 failles humaines. Je l'avais fait, là, vous irez voir là, dans les premières présentations. Je vais le présenter aussi en classe demain sous forme là, de mise en garde. Donc, attention, première mise en garde. Vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité. Donc, ça, on en a parlé au module 3. Attention, toujours au module 3. Vous avez déjà triché, puis vous allez le refaire pour les mêmes raisons. Ça c'est au module 3. Module 9, votre jugement est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés. C'est notre thème de la semaine dernière. Dans ce module 10, 2 nouvelles mises en garde. Attention, tu as généralement tendance à te plier à l'autorité, peu importe ce que l'autorité va te demander. Et dernière mise en garde, attention, tu as tendance à adopter les comportements de tes collègues,
peu importe ce que tes collègues font. Donc ça aussi, ça fait partie de la mise en garde. Et ultimement, ce que je souhaite là, à la fin de mon cours éthique et professionnalisme, j'aimerais que tu sois capable de reconnaître ces failles, de trouver des solutions personnelles pour te préparer à gérer ces failles personnelles, mais aussi que tu contribues à la recherche de solutions organisationnelles justement pour aider votre profession et les professionnels à rester honnêtes, intègres, responsables, malgré ces petites failles. D'ailleurs, je vous invite vivement à être là demain en classe, mardi, 12h30, même endroit, pour explorer tout ça. Sinon, je vous suggère de consulter l'enregistrement de cours. Puis, puisque nous allons approfondir ces thèmes et aujourd'hui, là, dans le podcast, nous allons seulement tenter de les résumer très succinctement. OK, allons-y avec la soumission à l'autorité. Donc, dans cette partie du cours, on va explorer différentes formes d'autorité. Donc, le patron. Le patron, là, ça va être notre forme archétypale d'autorité préférée. Là. C'est notre champion du rôle d'autorité. Là. C'est lui on va s'en servir pour donner plusieurs exemples en classe. Mais aussi, on va avoir différentes formes d'autorité. Donc, l'autorité peut prendre différentes formes. Le droit, la morale, le marché, l'économie, une prescription de la santé publique. Tiens, ça vous dit quelque chose? Ça aussi, ça peut faire autorité. Le système professionnel, par exemple, le code des professions, le code de déontologie, votre prof, vos parents. Ça aussi, ça fait partie des figures d'autorité que vous devez avoir en tête lorsqu'on parle d'autorité. Puis les questions que nous allons aborder, puis je vous invite déjà à y réfléchir, c'est quel est ton rapport à l'autorité? Hein, encore une fois, est-ce que tu as tendance à te soumettre à l'autorité? Est-ce que tu es capable de défier l'autorité? Hein, c'est quand, toi, la dernière fois là, que tu as dit non à un patron? Puis quand? C'est quand ça? Puis comment ça s'était passé, tout ça là? Donc, est-ce qu'il existe des raisons, des bonnes raisons de se soumettre à l'autorité? Puis, est-ce qu'il existe de bonnes raisons pour contester peut-être l'autorité en place? Parce que dans votre profession, bientôt, vous aurez à vous servir, à servir et vous servir de l'autorité. Donc, servir des fois l'autorité en place, incarner l'autorité en place. Donc, résister des fois à l'autorité en place pour poser des gestes nécessaires pour rester libre, hein, libre, un jugement libre et autonome, là, c'est comment garder ou préserver l'intégrité de ce jugement libre et autonome malgré les différentes pressions d'autorité. L'expérience pédagogique que j'ai préparée en classe pour vous, c'est une exploration des expériences de Milgram. Donc, j'imagine que vous connaissez bien les expériences de Milgram. J'imagine qu'on vous en a déjà parlé autour de vous, sinon dans des cours peut-être d'éthique au cégep ou de philosophie. Mais c'est intéressant de replonger dans ces expériences, y réfléchir, mais avec votre tête d'adulte. Là. Donc, toi, ta tête d'adulte et de futur professionnel, là, tu as cheminé, tu es sur le point d'entamer l'exercice d'exercer la profession. Donc, réfléchir à ces expériences fascinantes là, sur l'autorité. Parce que plusieurs se disent libres, autonomes, on aime se croire résistant à l'autorité. Or, ce que Milgram, lui, il nous a proposé, vous allez voir l'expérience en classe, là, si vous ne l'avez jamais vue. C'est une expérience qui est choquante, entre guillemets. Là. Vous verrez le jeu de mots si vous n'avez pas vu les expériences de Milgram. Mais Milgram, ce qu'il essayait de faire, c'est nous montrer nos contradictions hein, entre ce qu'on dit qu'on fait, entre ce qu'on dit qu'on aimerait faire, puis entre ce qu'on fait, il y a souvent une bonne distance. Hein. En matière d'intégrité, là, on a des idéaux, on aimerait agir de telle façon. Mais qu'en est-il vraiment? Puis Milgram, il disait, toujours en matière d'éthique, hein, tu ne demandes pas à la personne si elle sait nager,
tu la jettes à l'eau, puis tu lui dis « nage ». Bon, il y a quelque chose d'assez violent dans tout ça, mais on comprend l'image. Donc, on ne demande pas à la personne ce qu'elle ferait devant un dilemme éthique. On la pousse dans l'eau, hein, on la met devant le dilemme éthique et on la regarde réagir. C'est un peu ça, les expériences de Milgram. Puis, justement, Milgram, dans ses expériences, il nous jette à l'eau dans une expérimentation où une personne, justement, va incarner l'autorité, hein, l'autorité scientifique. Vous allez voir une belle personne avec un beau sarrau blanc. Quoi de mieux pour incarner l'autorité scientifique qu'une personne avec un sarrau blanc? Puis, la personne avec un sarrau blanc va dire à son sujet expérimental, donne des décharges électriques à un autre sujet expérimental. Donc, tu vas lui donner des décharges électriques pour l'aider à apprendre. Puis, si tu le fais, on te remercie, ça fait partie de l'expérience. Puis, donc voilà, c'est ça, c'est un peu ça les expériences de Milgram. Vous verrez les vidéos. Puis pourquoi faire ça? Pourquoi Milgram nous demande de faire ça ou demande de faire ça? C'est justement pour nous plonger dans l'absurde. C'est-à-dire qu'on demande à une personne de poser un geste qui s'inscrit carrément à l'encontre de ses propres convictions morales. Hein? Qui donnerait une décharge électrique à une autre personne pour l'aider à apprendre? C'est pourtant ce que font les personnes dans les expériences de Milgram, des personnes comme vous et moi, comme toi et moi, qui se pensent libres, puis qui souhaitent être libres en matière d'autorité, insoumis. Mais ce qu'on voit, c'est que non, les gens donnent des décharges électriques. Et pourquoi donnent-ils des décharges ou donnent-elles des décharges électriques? Parce que la personne en autorité leur demande de poser de tels gestes. Hein, c'est absurde, mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est que si on vous plongeait vraiment dans ce genre de situation-là, je sais que vous pensez que vous êtes résistant à l'autorité, mais les résultats, eux, vont vous faire peur. Hein, vous faire peur de vos proches, vous faire craindre peut-être les humains qui vous entourent et vous faire peur peut-être de vous ou de toi. Parce que typiquement, peu importe que vous pensiez que ce soit une mauvaise idée là, de donner une décharge électrique, puis moi aussi je pense que c'est une mauvaise idée, mais vous avez tendance, c'est ce que les expériences démontrent, c'est que si une personne en position d'autorité, avec un beau sarrau blanc, vous demande de donner des décharges électriques à une autre personne pour des raisons scientifiques, pour aider la personne à apprendre plus vite, vous avez tendance à donner des décharges électriques. Pourquoi? Parce que la personne en sarrau blanc vous a demandé de le faire. Parce que la personne en position d'autorité vous a demandé de le faire. Et dans les expériences de Milgram, c'est ça qui est examiné. Hein? C'est notre capacité humaine à nous soumettre à l'autorité. Peu importe ce qui est exigé de nous. Puis les résultats sont troublants. 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité leur demande de le faire. Y compris faire souffrir une autre personne. Donc 2 sur 3. C'est beaucoup 2 sur 3. Hein? 2 sur 3, là, c'est la proportion d'étudiants qui ne se pointent jamais en classe. Donc 2 sur 3. 2 sur 3. Hein, les absents au tard, là, ici, c'est encore pire. Je suis en train de dire que ce sont peut-être ces 2 étudiants sur 3-là qui ne se pointent jamais en classe qui, eux, auraient tendance à donner des voltages et à être soumis, alors que ceux qui se présentent en classe et ceux qui sont là engagés dans le cours n'auraient pas tendance à adopter ce comportement-là. Mais peu importe. Pour vous, ce qui est important, c'est de retenir la proportion, là, parce que 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité leur demande de poser un geste, y compris un geste qui s'inscrit en contradiction avec leur propre valeur morale, y compris, dans le cas ici présent, y compris faire souffrir une autre personne.
Les expériences de Milgram nous rappellent la réalité. Si on te jette à l'eau, tu vas te noyer, mon ami, parce que si une personne en position d'autorité te demande de faire quelque chose, peu importe que tu aies envie de le faire, peu importe tes valeurs ou tes convictions morales, la tendance, c'est que tu auras tendance à le faire. Hein, c'est un constat qui est important, entre autres parce que vous allez bientôt exercer une profession. Donc, il y aura plusieurs formes d'autorité autour de vous. Puis, ces formes d'autorité peuvent vous tenter de vous imposer des comportements qui vont à l'encontre de ce que vous êtes. Puis tu risques d'adopter ces comportements et de poser ces gestes parce que tu es soumis à l'autorité. Et là, je sais que tu te dis que tu es intègre, que tu es autonome, que tu es libre, que tu es capable de résister à l'autorité, puis ta mère croit exactement la même chose. Tout le monde pense que tu sais nager, mais mauvaise nouvelle, nous dit Milgram, un grand pourcentage d'entre nous vont se noyer. Donc, 62,5% vont se plier à l'autorité, ne résisteront pas à une demande patronale ou une demande imposée par une figure d'autorité autour d'eux. Donc, une personne sur trois, si on est logique, une personne sur trois, si on fait le calcul, est foncièrement capable de résister. C'est la bonne nouvelle. Hein? Donc, il en reste une sur trois qui est capable de résister aux différentes formes d'autorité, notamment celles qui ont été ciblées dans les expériences de Milgram. Donc, je sais que tu penses que tu es cette personne-là sur trois. Je sais que tu l'espères, tu l'espères fort. Tu espères que ce soit le cas, que tu sois cette personne-là résistante, insoumise, libre. Mais est-ce que c'est le cas? Là est la question. Attention, nous dit Milgram, nos convictions, mes convictions, tes convictions ne se transforment pas nécessairement en action. Hein, si vous êtes en présence d'une figure d'autorité qui demande de poser un geste qui vous éloigne de vos valeurs, de vos idéaux, une grande majorité d'entre vous vont poser ce geste, au risque très fortement de le faire. Donc, 2 personnes sur 3. Parmi les solutions inefficaces, nous dit Milgram, avoir confiance en soi puis se dire qu'on va résister à l'autorité. Hein, c'est charmant, là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'être humain est ce qu'il est avec ses failles, ses grandeurs, mais ses misères aussi. Puis, on aimerait que la seule confiance ou le pouvoir de se dire « je vais résister puis je suis capable », c'est suffisant, mais la réalité, c'est plus complexe. Donc, les solutions qui sont efficaces à la lumière des travaux de Milgram, éviter les formes d'autorité que vous savez néfastes. Hein, si vous avez autour de vous un mauvais boss ou une mauvaise figure d'autorité, courez. Hein, sauvez-vous, cours Forrest, là. Cours parce que c'est ce qui t'attend. Tu risques de poser les gestes que cette personne-là va te demander de poser. Et d'un point de vue plus macro, créer justement des espaces, des outils structurels, institutionnels, des outils qui vous permettront d'accroître et d'exercer vos libertés, votre indépendance professionnelle face à l'autorité. Le code des professions là, qu'on a vu au module 8, dans le conflit de loyauté, c'est justement un rappel de tout cela. Hein, on a besoin, des fois, d'outils structurels, normatifs, juridiques, jurisprudentiels. On a tout présenté ça au module 8. On a besoin de tous ces outils pour nous aider à faire quelque chose qui est vraiment difficile, résister aux formes d'autorité qui peuvent vous demander des gestes qui sont néfastes et des gestes qui vous éloignent de vos propres idéaux et valeurs. Et on a besoin d'un système professionnel qui vous aide à créer ces outils, à déployer ces outils pour vous encadrer, vous aider à poser des gestes, encore une fois, qui sont
cohérent avec vos propres valeurs, sinon les valeurs de votre ordre professionnel. Une remarque au passage, ce module aborde aussi, indirectement, on aborde aussi l'autorité lorsque vous serez en position d'autorité. Donc, plusieurs d'entre vous, là, vous allez être des professionnels, vous risquez d'avoir des postes de direction, des postes d'autorité, des postes de gestion. Souvent, ça retombe sur votre statut. Donc, on cherche des personnes avec votre statut et avec vos compétences pour exercer ce genre de rôle. Donc, attention. Donc, vous en savez désormais un peu plus en matière d'autorité. Donc, vous avez aussi le devoir d'exercer cet autre pouvoir qui est celui d'autorité. Vous devez lui aussi l'exercer de façon responsable. Et là, ici, je vais le dire lentement pour que vous puissiez apprécier tous les sous-entendus de ce que je vais dire. Les personnes qui sont et qui seront sous votre autorité exécuteront tout ce que vous leur demandez de faire. Tout. En fait, on les a vus, les pourcentages. Donc, il y a au moins 2 personnes sur 3 qui sont prêtes à faire tout ce que vous leur demandez de faire. Tout, y compris ce que vous ne leur demandez pas de faire. C'est-à-dire tout ce qui semble vous plaire, tout ce que vous semblez exiger ou ce que vous semblez vous attendre d'eux. Et parfois, et là ici, il faut mesurer les mots, là, et parfois en contredisant leurs propres idéaux, leurs propres volontés, leurs propres valeurs, avons-nous dit, mais aussi leurs propres désirs. Donc, il faut comprendre le sous-entendu ici. Donc, exercer ce pouvoir d'autorité avec respect et prudence. Fin de la remarque. OK, donc, pression d'autorité, c'est notre première partie. La deuxième partie du module, c'est les pressions groupales ou la pression de groupe. Et dans cette partie du module, on va explorer une autre faille humaine, notre tendance à faire comme tout le monde. C'est aussi simple que ça, là, faire exactement comme tout le monde, faire comme les autres, notre tendance à nous conformer au comportement attendu du groupe, à nous fondre au groupe. Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin des autres, on a besoin de leur assentiment, on a besoin de leur appui. C'est essentiel à ce que nous sommes. Nous sommes un être, tu es un être social, je suis aussi un être social, j'ai besoin des autres. Et c'est beau, mais en même temps, cette force sociale peut poser des problèmes dans un contexte où on vous demande justement, parfois, de rester à l'écart des autres, de ne pas nécessairement vous conformer à la majorité, à l'opinion ou l'opinion du nombre, du groupe, à parfois contester la force du groupe et les opinions majoritaires. Et toi, comment réagis-tu à la pression des autres? Comment tu gères ça? Comment tu réagis? Comment réagis-tu à la pression de ton groupe d'amis, par exemple, de tes collègues de travail, des comportements observés autour de toi, de tes pairs? Comment réagis-tu à tout ça? Comment réagis-tu sur les réseaux sociaux? T'sais? Ça, c'est un bel outil pour observer des groupes à l'œuvre. Comment tu gères ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu dis comme tout le monde? Est-ce que tu te tais? Surtout lorsque tu as l'impression que la majorité pense différemment de toi? Est-ce qu'au contraire, tu sautes dans le bain dès que tu as compris que la majorité pense exactement comme toi? Es-tu capable de défier les consensus? As-tu déjà essayé de convaincre ton groupe lorsqu'il est dans l'erreur? C'est-tu toi, ça, qui fait ça? As-tu déjà tenté ça? As-tu déjà réussi? Fais-tu partie des rares personnes qui sont capables de sauter dans un groupe avec une opinion majoritaire, de dire le contraire et d'être capable de convaincre le groupe de changer d'avis? Donc voilà des défis qui t'attendent.
je le sais, dans l'exercice de ta profession, parfois, être autour d'une table, dire une opinion contraire, défier le consensus et même tenter de convaincre les personnes autour de la table qu'ils ont tort. Dans cette partie du module 10, nous allons explorer ce que nous allons nommer la pensée de groupe. Donc ça, c'est l'expression que nous allons utiliser. La pensée de groupe, c'est cette tendance humaine que nous partageons, puis qui nous invite à nous fondre au consensus. C'est une force qui est là, qui nous invite à, des fois, nous cacher derrière la force du groupe. Peu importe ce que le groupe pense ou dit, c'est intéressant, c'est rassurant des fois de se cacher derrière ce groupe. Et cette réflexion, là aussi, elle est importante parce que dans l'exercice de la profession, vous devrez parfois contester le groupe, parfois contester des opinions majoritaires, parfois contester des comportements observés au cœur du groupe et répandus, communs dans le groupe. Et pour défendre quoi? Pour défendre des fins, des visées, défendre des choses qui n'ont pas rapport avec l'opinion majoritaire. Donc, la science, disons, les faits, les lois, les normes. Écoutez, la science n'a rien à faire de l'opinion publique ou de la majorité. Là. La science agit selon ses propres principes, selon ses propres mécanismes. Les faits scientifiques, les normes, tout ça, c'est pas conçu en fonction de la majorité ou c'est pas influencé, du moins on essaye de la préserver justement de l'influence de la majorité. Ce qu'on souhaite, c'est que les faits, les normes, la science soient mus et se soient constitués par d'autres outils, la raison, la logique, la rigueur, puis et non pas qu'ils soient déployés en fonction du consensus, de la majorité, de la force du nombre. Non, parfois, contre l'opinion majoritaire, contre toute force du nombre, il y a des choses qui gardent une certaine distance, et je parle ici de la science, des faits, des lois, des normes, de la raison. Pour explorer cette pensée de groupe en classe, nous allons explorer les travaux de d'Irving Janis. Donc, c'est notre auteur vedette pour ce thème. Janis a étudié nos comportements en groupe. Puis, dans ses travaux, là, il a recensé toutes sortes de petits défauts, des problèmes. Puis, il a systématisé tout ça, là, une analyse de nos décisions en groupe. Puis, il a recensé des défauts, des problèmes, des symptômes, des comportements groupaux qui sont là, qui sont toujours là et qui accompagnent souvent des décisions catastrophiques. Pensez à ce que vous observez sur les réseaux sociaux. Là, vous allez voir, vous allez reconnaître des problèmes de la pensée de groupe et vous allez reconnaître aussi des symptômes de la pensée de groupe. Parce que Janis nous dit, dans une décision en groupe, il y a des symptômes qu'on peut tenter de détecter puis qui sont des indices qui nous disent, faites attention, il y a un risque que la décision qui sera prise par ce groupe ne sera pas la bonne. Et je dirais qu'il a regroupé ces 8 symptômes en 3 gros problèmes. Puis je me permets de vous les décrire déjà brièvement dans ce podcast. Le premier problème, c'est la surestimation du groupe. Janis nous dit, on a tendance à penser que notre groupe est plus compétent qu'il ne l'est. Un peu comme nous avons fait avec la surestimation individuelle. Là. Donc, on a tendance aussi à surestimer notre groupe. Et il y a 2 symptômes qui sont associés à ça. Le premier, c'est l'illusion d'invulnérabilité. Donc, c'est la tendance du groupe à croire que son groupe a moins de chances de se tromper ou de faire une erreur que l'autre groupe. Donc, là, ici, pensez à ce que vous avez vu avec le débat sur la COVID. Là. Donc, un groupe qui a tendance à croire qu'il a moins de chances de se tromper que l'autre groupe. Et là, j'attaque les deux groupes en question. Le deuxième symptôme, c'est la croyance en la moralité du groupe. Donc, la tendance à croire que notre groupe est plus moral que l'autre.
Donc, la tendance à penser que la conception du bien de notre groupe, c'est une autre façon de le formuler, est supérieure à celle de l'autre groupe. Donc ça, vous avez des débats. Les débats politiques, par exemple, sont constamment imbibés de ce symptôme. Donc, il est partout. Peu importe que ce soit à gauche, à droite, les démocrates, les républicains, nommez votre parti préféré au Québec ou au Canada. Le groupe a tendance à croire qu'il est plus moral que les membres de l'autre groupe. Donc ça, c'est le premier problème, nous dit Janice. On a tendance à surestimer notre groupe. Donc, surestimation individuelle, on l'a vu un peu plus tôt dans le cours, et surestimation groupale, c'est le premier problème. Le deuxième problème, nous dit Janice, c'est la fermeture d'esprit. Donc, c'est notre tendance à se fermer aux idées des autres. Donc, on pourrait le dire simplement comme ça. 2 symptômes. Le premier symptôme de cette fermeture d'esprit, c'est la rationalisation, c'est-à-dire que le groupe va créer toutes sortes d'arguments, va puiser dans des arguments ou des stratégies argumentatives qui semblent puiser dans la raison ou qui vont se donner l'apparence de raison, donc des arguments qui seraient rationnels, mais en même temps, en traficotant les règles de la logique ou de la raison. Là. Et donc là, ici, il faut penser à tous les sophismes ou les entraves au dialogue. Je ne sais pas comme ça je pense que c'est comme ça que vous les nommez maintenant au cégep. Donc, je vais en donner en classe. Donc, des arguments qui prennent l'apparence de la raison, mais lorsqu'on les examine, là, on se voit bien, on se rend vite compte qu'il n'y a pas grand-chose de logique et de rationnel dans tout ça. Des arguments fallacieux, c'est une autre façon de le dire. Donc, ça, c'est le premier symptôme. Le groupe se ferme d'esprit en mobilisant des arguments qui prennent l'apparence de la raison. Le deuxième symptôme, c'est le groupe se ferme aux idées externes. Donc, il se ferme aux idées externes, mais comment? En construisant des stéréotypes à l'égard d'autrui. Donc, ça, c'est notre tendance à s'attribuer, ou plutôt à attribuer des qualités aux membres de notre groupe et des défauts à l'égard des membres de l'autre groupe. Donc ça, c'est assez symptomatique. Là, on va définir le groupe, puis ceux qui font partie du groupe ont des qualités, puis ceux qui sont à l'extérieur du groupe ont des défauts. Donc ça, c'est le deuxième symptôme. Là, ici, pensez à ce que, je ne sais pas, à ce que vous dites de mal à propos d'un autre programme d'études, par exemple. Donc, ceux qui sont en génie civil, ce qu'ils pensent de ceux qui sont en génie chimique, ou ceux qui sont en génie, ce qu'ils pensent de ceux qui sont en philosophie, puis voilà. Là. Ou ce que ceux qui sont dans le programme à l'Université Laval disent du programme de Sherbrooke, puis on essaye d'opposer les deux systèmes, puis on dit du bien d'un, puis du mal de l'autre, puis ça serait tout bien à quelque part et tout mal à l'autre. Pourquoi? Puis voilà. Donc ça, c'est le deuxième symptôme. Un groupe qui se ferme aux idées externes, donc qui attribue des qualités aux membres du groupe, puis qui va se fermer aux idées qui proviennent de l'extérieur. Donc, fermeture d'esprit, c'est le deuxième grand problème identifié par Janice. Et le troisième problème de la pensée de groupe, c'est le renforcement du conformisme. Ici, ce que Janice veut dire, c'est que le groupe, bon, il se surestime, mais il se surestime de plus en plus et il s'isole de plus en plus. Je pense que c'est cette croissance-là. Là. Donc, il se surestime de plus en plus et il s'isole de plus en plus et on va renforcer tranquillement ce conformisme. Un groupe de plus en plus surestimé et un groupe qui se ferme de plus en plus. Et là, il y a 4 nouveaux symptômes qui s'ajoutent à ça. L'autocensure, ça c'est le premier. Donc, les individus au sein du groupe qui vont avoir tendance à se taire lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont pas nécessairement le consensus de leur côté. Deuxième symptôme, pression directe. Donc là, les membres du groupe commencent à faire de la pression sur celles et ceux qui contestent l'opinion majoritaire. Le 7e symptôme, en fait, on est au 4e symptôme du troisième problème, illusion d'unanimité. Donc, notre tendance à croire qu'il y a consensus.
même lorsqu'on est au courant de tout ce que je viens de vous dire. Là. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a le consensus, tout le monde vote du même côté, on a l'impression d'avoir une opinion majoritaire, mais en même temps, on sait, vous le savez, tu le sais maintenant, qu'il y en a qui ont décidé de se taire, il y en a qui se sont fait dire de se taire, il y en a qui ont mal résisté peut-être à la pression, et à la fin, on dit qu'on a unanimité, mais l'a-t-on vraiment cette unanimité? Et le dernier symptôme de ce troisième problème de la pensée de groupe, c'est, ici c'est du langage le propre à Janis, il parle d'uniformisation par les gardes de l'esprit. Donc ici c'est une drôle d'expression, mais je vous dirais que c'est notre tendance à nous créer, à nous entourer d'outils qui protègent le consensus, qui effacent les traces de contestation, qui nous préservent des opinions contraires. Donc ça existait bien avant les algorithmes là, de Facebook et Twitter. Là. Donc autour d'une table, au sein d'une compagnie, au sein d'une décision prise en groupe, il y en a qui vont s'arranger pour ne pas laisser rentrer des informations qui pourraient nuire au consensus ou faire taire des personnes qui pourraient énoncer des opinions qui peuvent nuire au consensus. On a ça en ce moment exactement sur les réseaux sociaux. Là. J'en parlais un peu plus tôt, des algorithmes qui justement nous préservent des opinions contraires, nous gardent là, dans notre cocon d'opinions qui ressemblent aux nôtres, qui nous isolent parmi les amis, mais pas juste les amis, mais les amis et contacts qui pensent un peu comme nous parce que vous avez ajouté un like, parce que vous avez partagé, puis l'algorithme a compris, ça, il aime ça, il aime cette personne-là, donc on va juste lui donner du contenu qu'il aime, qu'il est prêt à partager. Puis le reste, on ne lui donne pas parce qu'on essaye de préserver. Lorsqu'on parle des chambres d'écho, des chambres de résonance, là, ça existait bien avant les réseaux sociaux. Mais sinon, là, on est avec de la puissance 1000, une intensité jamais et une efficacité inégalée. Mais les mêmes procédures et processus là, sont à l'œuvre. Là aussi, dans cette deuxième partie du module 10, j'aurais une remarque. Le module 10 aborde un problème important, là, la pensée de groupe, mais aborde aussi un problème important aussi, qui est le corollaire de tout ça, c'est le triste sort que l'on réserve à celles et ceux qui contestent le consensus. Il y a un problème avec ces opinions majoritaires qui s'imposent, mais il y a surtout un problème avec les personnes qui tentent de contester une opinion majoritaire ou qui tentent de s'opposer à un consensus. Donc, pensons à n'importe qui autour de vous. Là, il y a plusieurs histoires autour de vous, des personnes qui, souvent pour de très bonnes raisons, qui vont dénoncer une pratique, un comportement groupal, des personnes qui osent contester au nom de la science, justement, au nom de la loi, au nom des normes, au nom de la raison, qui vont dire non, vous vous trompez, même si vous dites ça tout ensemble, puis je vois bien la majorité, puis je vois bien qu'il y a un consensus autour de ça, mais vous avez tort. Mais le sort qu'on réserve à ces personnes-là, il n'est pas beau. On les appelle les whistleblowers ou les tireurs de sonnettes d'alarme. Écoutez, le sort que l'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme, là, ici, il faut que vous ayez en tête des figures de proue. Là, je pense à Karen Duhamel maintenant que vous connaissez. Il y en a d'autres dans les médias. Là, Edward Snowden, c'en est un. Là, des personnes qui contestent l'autorité en place, qui contestent plutôt la pensée de groupe, l'opinion groupale. Puis, c'est pas glorieux le sort que l'on réserve à ces personnes-là. Le taux de détresse, de burn-out, de dépression chez ces personnes-là, c'est désolant. Vous irez voir les études que j'ai présentées en classe, là, mais des personnes qui, parce qu'elles ont contesté le consensus, seront intimidées, tablettées, congédiées, rétrogradées, nommez-les. On leur fait subir toutes sortes de choses
alors que justement, on devrait les protéger, les accompagner, les aider. Donc, et même toi, là, tu es coupable. Je sais que tu te sens à l'abri de tout ça, comme d'habitude, mais même toi, tu es coupable de tout ça, là. On aime, dans les médias, on aime bien célébrer les tireurs de sonnettes d'alarme, là. Ah, ça, on aime ça. Une fois que tout est réglé, là. Mais à quoi ça ressemble concrètement un tireur de sonnette d'alarme? Au moment où on a reconnu publiquement que c'était la bonne chose de tirer la sonnette d'alarme, ça va. Mais au moment où que l'alarme est déclenchée par le tireur de sonnette d'alarme, là, c'est plus compliqué. Puis toi, toi, sais-tu à quoi ça ressemble concrètement là, un tireur de sonnette d'alarme? Tu sais, des fois, c'est la personne qui peut-être te dérange pendant une réunion, là. Peut-être une personne qui pose trop de questions, qui tente de s'opposer justement au consensus, qui challenge les idées des autres, les idées majoritaires, puis qui va retarder la réunion, là, on va se le dire. Il va retarder la réunion avec ses questions et ses interventions, mais parfois c'est nécessaire. Et toi, comment te comportes-tu face à ce genre de personnalité? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu les accompagnes? Tu les appuies? Tu les aides? Ou est-ce que tu tentes maladroitement, indirectement, de leur faire comprendre qu'ils dérangent? Au pire, tu tentes de les faire taire. Deux principaux sujets, donc, dans ce module. Pression d'autorité, pression de groupe et deux forces importantes qui peuvent t'éloigner, toi aussi, de tes propres valeurs, de tes convictions et des valeurs de ta profession. Puis à la fin de cette exploration de ces petites failles humaines, ben, lorsque vous aurez fait ça, vous aurez atteint les objectifs du module 10. Et je vous invite à aller voir aussi. Donc, les objectifs du module 10, là, identifier les forces, les failles d'une décision prise en consensus, expliquer les principaux symptômes de la pensée de groupe. Êtes-vous capable de proposer des pistes de solutions? Êtes-vous capable d'identifier les difficultés d'exercice d'un jugement professionnel dans ses rapports à l'autorité? Donc ça fait partie des objectifs du module 10. Je vous invite aussi, c'est ce que j'allais dire, à aller consulter le contenu d'enrichissement dans ce module 10. Je sais que vous n'êtes pas allé souvent, là, mais je regarde les clics qu'il y a sur ce contenu-là. Et pourtant, je sais que vous en voulez toujours plus. Puis celui-là, il faut aller le voir. Là, c'est passionnant à voir. C'est un épisode de la série Mindfield. Ça fait 2 épisodes que je présente de Mindfield. Absolument à voir. Hein? Donc, pour constater concrètement, là, c'est très bien fait. Constater combien c'est difficile de poser un geste moral cohérent avec vos valeurs, mais lorsque le groupe et l'autorité en place vous dit le contraire. Donc, lorsque l'autorité puis le groupe vous dit d'aller dans une direction, de prendre la décision contraire et d'aller dans l'exacte décision contraire, c'est un geste qui est difficile, presque héroïque. C'est notre thème du cours, là, mais presque héroïque. Puis, c'est parfois un geste que vous devrez poser dans l'exercice de votre profession. Du moins, c'est ce que je m'attends de vous, donc dans ce module 10. Examiner tout ça, faire le tour du contenu, essayer de vous familiariser avec les objectifs du module 10. Puis, vous allez voir, c'est un module qui est super, super stimulant. Puis, je suis certain que tu vas aimer. Quelques dates importantes avant de te laisser cette semaine. Le TP2, écoutez, c'est dû le 27 novembre à 23h59, donc c'est dans 13 jours. 2 samedis, 2 dimanches. C'est ce qui te reste pour faire ton TP2 avec ton groupe. Aussi, peut-être étais-tu intéressé par la conférence de l'OIQ sur les candidats à la profession d'ingénieur, donc comment devenir ingénieur, ce qui te reste à faire à la sortie de ce bac ou à la toute fin de ce bac. La conférence, elle a été reportée. Donc, c'était supposé d'être ce jeudi, cette semaine. Puis, ça a été reporté au jeudi 1er décembre. Toujours, c'est la même heure, 16h à 17h30. Puis, si vous voulez des informations supplémentaires, allez voir, je pense que je l'ai mis dans les nouvelles sur les notes du cours. Vous allez trouver toute
cette information. Autre date importante, j'ai passé un respire. Autre date importante, l'examen. Donc, l'examen, ça s'en vient aussi, hein, le 6 décembre. Il neige, donc ça s'en vient. Le 6 décembre à 18h30, c'est dans 21 jours. Donc, vous vous dites, 21 jours, c'est correct, j'ai le temps d'étudier. C'est 3 samedis, 3 dimanches. Donc, allez, ça va vite, vite, vite. Puis c'est le moment d'entamer ou du moins de planifier tout ça. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là chaque semaine. J'espère que cette formule podcast vous plaît toujours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un review du podcast. Donc, on va déjouer ensemble les algorithmes, justement, de Spotify puis Apple Podcast, puis ils ne comprendront pas pourquoi autant de monde s'intéresse à un podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. Donc, allez donner là, un beau 5 étoiles, puis écrivez-moi un beau commentaire sur le podcast, puis envoyez-moi une preuve de tout ça par courriel. Donc, c'est ça le défi cette semaine. Le défi cette semaine, l'indice, dans le fond, c'est je vous donne l'information privilégiée. Allez me faire un beau review, une revue sur vos sites préférés, là, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nommez-le. Vous pouvez aller directement sur Podbean, qui est l'hébergeur du podcast. Puis faites-moi un review, puis donnez-moi 5 étoiles, puis envoyez-moi une preuve de tout ça. Allez, bye bye!